la plus grosse au pays, la meilleure. Ça commence. Ouais. Aujourd'hui, on est avec David Michaud, PDG de Parvis, une des plus grosses plateformes d'investissement privé au Canada. Sinon, la plus grosse selon tes mots que tu viens de nous dire. Mais c'est une plateforme d'investissement privé, mais vous êtes public sous le ticker PVIS, listé au TSX Venture. Donc, c'est PIVS.V, c'est ça? Ça fait combien de temps que vous êtes public? Depuis mars 2023. OK. Puis comment ça va? C'est le fun d'être une compagnie publique? On entend bien les histoires. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, surtout quand tu es une petite compagnie. Mais on s'amuse. On commence à avoir plus d'intérêt, plus de volume. Puis, non, ça n'a pas été facile, mais on voit un peu de lumière au bout du tunnel. Tu es bien occupé. En tout cas, vous êtes en train de négocier des acquisitions. Tu reviens de Lévis. Vous avez rentré un gros investisseur sur votre plateforme, niveau immobilier. Oui. Parle-nous un peu de... Oui, la semaine passée, on avait eu un événement à Lévis avec un de nos courtiers, un de nos conseillers financiers. On avait le groupe MREX, mais Nicolas Ray de Ikigai. Okay. Ouais, il était là avec Ikigai et pas MREX. Mais on a un partenariat avec eux. Fait qu'on a fait le lancement la semaine dernière. Mais oui, tu mentionnes nos acquisitions. On est très occupés. Pour que le monde ils savent qu'est-ce que vous faites. Vous faites quoi? Ton elevator pitch en 15-20 secondes. 15-20 secondes? Parvis est une plateforme d'investissement privé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le matchmaking entre des investisseurs privés et des émetteurs privés. Pour les émetteurs, des développeurs, des gens qui vendent des actions là, dans des projets, dans des investissements. On offre des services de conformité, parce qu'on est un courtier de marché dispensé inscrit dans toutes les provinces canadiennes. Okay. Ensuite, on offre des services de tech. On est une fintech. On a une plateforme pour rendre tout le processus d'investissement privé super facile, de la même façon que tu achèterais des actions dans PVIS à la bourse. Et la troisième chose, on offre des services de marketing pour nos émetteurs pour vraiment lever des capitaux puis accéder à plus d'argent. Okay, vous investissez pas dans les compagnies, vous êtes vraiment la compagnie tremplin qui va aller chercher des investisseurs, comme ça pourrait être des private equity ou des investisseurs accrédités qui vont investir dans ces compagnies-là, c'est ça? Oui, surtout. On a un fonds d'investissement, donc on fait un peu d'investissement privé, mais la plupart de notre travail, c'est vraiment faire le matchmaking entre un investisseur privé et un produit d'investissement privé. On a vraiment beaucoup d'investisseurs. Ouais. On a des investisseurs qualifiés là, à tous les niveaux, le niveau retail jusqu'au niveau family office. Est-ce que vous faites le pricing aussi des compagnies comme un investment banker, tout ça? C'est un peu différent par rapport à ça? Non. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend vraiment un produit d'investissement privé. Fait qu'on fait la vérification diligente, là, le KYP et tout ça. On fait le underwriting, la vérification d'un produit pour savoir si c'est un bon produit qu'on peut vendre à nos investisseurs. Et puis ensuite, on le met sur la plateforme. Donc, quelqu'un qui nous écoute, il faut qu'il soit accrédité, un investisseur accrédité, pour pouvoir investir dans le projet des Ikigai, qui, lui, utilise votre plateforme pour lever des fonds pour son immobilier. Non, pas nécessairement. OK. Je suis dans le champ. C'est correct. Je suis dans le champ. Tous les types d'investisseurs. OK. Ouais. OK. Selon le produit d'investissement. Mais le gars d'Ikigai utilise votre plateforme, votre fintech, pour facilement et de façon légale lever des fonds auprès du privé. Oui, dans son cas, c'est des investisseurs accrédités. Ouais. OK. Ouais. OK. Puis au Canada, est-ce que c'est un gros marché, ça? Qu'est-ce que vous faites? C'est un gros marché, mais un peu moins au Québec, bizarrement. Pourquoi? Ça n'a jamais été j'ai aucune idée. Ça n'a jamais été un marché qui était super actif. Ici, les gens, on dirait, ne savent pas qu'ils peuvent investir directement dans ces produits-là. On dirait qu'on se contente de mettre nos investissements dans un fonds commun de placement chez Desjardins puis être content d'aller chercher notre 7 %. Mais dans d'autres provinces, surtout en Ontario, en Alberta, dans l'Ouest canadien, les gens investissent dans ces produits-là depuis toujours. C'est une question d'éducation ou c'est qu'il y a moins d'argent ici? J'ai aucune idée historiquement. Non. Il y a beaucoup... on voit plus d'investisseurs qui accèdent à ces produits-là. Et puis, c'est notre rôle d'éduquer les gens à ces produits-là. Leur dire, voici des produits qui sont disponibles pour vous. Et puis, évidemment, on fait un examen de la convenance. Là. On détermine si un produit, c'est un bon produit pour les investisseurs, s'il y a de la liquidité, un niveau de concentration et tout ça. Donc tu sais, si, mettons, on va dire qu'on prend monsieur, madame, tout le monde, s'ils veulent acheter, mettons, les produits que toi, tu vas distribuer, ça pourrait
Par exemple, il va falloir que tu passes par un courtier, un marché dispensé, donc un conseiller en placement, mettons, qui a cette licence-là aussi. Ça serait ça principalement? Oui, c'est ça. Un de nos conseillers financiers, on en a présentement pas loin de 50 au pays, là, dans toutes les provinces, là, de Victoria jusqu'à Halifax. Au Québec, je pense qu'on en a maintenant 5. OK. Ouais. Tantôt, tu disais que les gens, ils se contentent de placer indiciel ou de faire du 7 %. À quel genre de rendement on peut s'attendre si on investit dans un des projets qui sont sur votre plateforme? Puis c'est quoi le niveau de risque? Un peu de tout. Donc, vraiment, on crée la plateforme centrale pour l'investissement privé. Un peu comme Uber ne peut pas vraiment avoir devenir une grosse compagnie en ayant juste une seule voiture dans une seule ville. Nous, on a vraiment monté une plateforme avec différents types de produits dans différentes provinces, différents marchés. Donc, on a des prêteurs privés qui doivent lever des fonds, notamment au Québec. Brain Finance est sur notre plateforme. Ils font des micro-prêts, vraiment bons produits. Ensuite, on a les développeurs en immobilier, on en a beaucoup. Donc, on a 4 catégories de risques là, jusqu'au début value add, là, tous les trucs traditionnels en finance. Mais nos produits, là, pour répondre à ta question directement, ça varie entre, disons, 7 % et 35 % de retour. Donc, les investisseurs qui viennent, un peu comme toi avec un compte de courtage, tu vas créer ton propre portefeuille avec différents produits, différents niveaux de risque. Mais les gens font la même chose sur notre plateforme avec des produits privés. À 35 % de rendement, c'est quoi le niveau de garantie ou de risque? Parce que Il n'y en a pas. Mais à 7 % y a-tu des garanties ou y a-tu des dividendes? Non, il y a toujours des risques. J'essaie juste de faire 35 % sans risque, moi. Là. Comme tous ceux qui nous écoutent. Oui, il y a beaucoup de risques dans plusieurs de ces produits-là, mais il faut les comprendre et puis bien les gérer. Évidemment, si tu regardes un prêteur privé sur la plateforme ils font des hypothèques un peu partout, puis ça fait 15 ans qu'ils retournent le même rendement à chaque mois. Ils n'ont jamais manqué un paiement à leurs investisseurs. C'est un super bon produit. Là. Puis, si j'ai à le vendre, je veux dire qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de risques dans celui-là que le développement au centre-ville à Toronto, où tu mets tous tes œufs dans ce panier-là. Et puis, il y a beaucoup de risques dans les développements immobiliers, comme vous le savez. Est-ce que, tu sais, mettons, on parle des fois de Easy Financial, que le stock a vraiment baissé. C'est quand même un peu des micro... on dit que c'est du prêt. Oui, exactement. Est-ce que tu as vu, mettons, un impact sur votre industrie, puis, mettons, certains de vos clients qui sont dans ce domaine-là, ou ça n'a pas eu vraiment d'impact comme boule de neige pour le moment? Il n'y a pas trop d'impact pour le moment. Évidemment, il y a plusieurs prêteurs privés là, qui ont dû gater, là, qui ont dû arrêter de retourner l'argent, mais on n'en a pas sur notre plateforme à date. Il y a beaucoup de resserrements, de réajustements dans l'industrie, mais pour l'instant, ça va encore. Tu dirais-tu vraiment juste au niveau du consommateur ou même, tu parles de développement immobilier? Je sais qu'à Toronto, il y a le plus gros bâtiment, que c'est une famille, j'oublie le nom, c'est un bâtiment pas loin d'1 milliard, je pense que ça a fait faillite, ils ne sont pas capables de terminer. Est-ce que c'est plus de pression dans ce domaine-là, mettons, dans le développement immobilier ou plus consommateur? Oui, c'est sûr. Si on parle du développement immobilier, on pourrait en parler pour 2-3 jours. Là. Il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup de pression. C'est sûr que l'environnement macroéconomique mondial aussi n'aide pas la situation. Là. Les coûts de construction, les produits, ça fluctue beaucoup. Donc, quand tu es un promoteur, développeur immobilier, tu dois déterminer un budget, un proforma, et puis lever des capitaux en fonction de ça. Puis ton proforma fluctue ou change complètement parce que, la guerre en Iran a fait en sorte que certains matériaux ne sont pas disponibles à certains prix. Puis là, il faut ajuster le tout. C'est très difficile. Donc, je pense que cet environnement-là n'aide pas la situation pour l'instant. Mais les gens continuent à bâtir de l'immobilier, des logements, parce qu'il y a encore un gros, gros manque au pays. Ouais. On va revenir sur la plateforme et sur votre produit. Moi, je veux qu'on parle un peu de David Michaud. C'est un petit gars de Clare, au Nouveau-Brunswick. Un village de 800 personnes, pas loin du lac Baker. C'est d'ailleurs ça qui a fait en sorte qu'on s'est parlé à Réunion 5 à 7 chez Rivemont, Microcap, le soirée. On a connecté là-dessus parce que ma conjointe vient du Nouveau-Brunswick. Tu rêvais-tu d'être un CEO d'une compagnie publique en grandissant à Clare? Non. Ce que ça montre, ce que tu apprends en grandissant dans un petit milieu comme ça, c'est que il faut bâtir ce qu'on a, puis la valeur se bâtit.
Puis c'est un peu la mentalité que j'ai tenté d'adopter dans tout ce que j'ai fait là, dans ma vie. Mais non, c'est un beau coin de pays. Je retourne assez souvent. Mes parents habitent dans un village à côté, le lac Baker. C'est vraiment beau. En espérant que Tourisme Lac Baker m'envoie quelque chose de gratuit. J'ai fait acheter un chalet là-bas. Oui? Finalement, après l'inspection, ça passait moins. Puis tu sais, quand tu y vas 2 fois par année, tu te dis pourquoi je l'achète au lieu de le louer. Oui, exactement. C'est un peu toi qui connais le monde. Mais, Vas-y. Non. J'ai quitté, ça va me vieillir un peu, mais ça fait 25 ans que j'ai quitté mon patelin. Puis, mais ouais, non, c'est un beau coin de pays. Fait que t'as fugué à 14 ans, ça? Oui, exact. 12. À 12. À quel point c'est loin du monde de la finance privée? Tu sais, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi tu pars de là et tu deviens, on va bâtir une fintech en finance privée. Ouais, il y a des choses qui se sont produites entre les deux. Là. C'est ça que je veux comprendre. J'ai fait un bac là-bas en économie et en sciences politiques à l'université avant de me rendre à Ottawa, où j'ai fait mes études en droit là-bas. Okay. Mais mon père était entrepreneur, on faisait de la construction, on avait quelques logements de locatifs, puis c'est comme ça qu'on a commencé. Mais c'est un peu mon travail avec mes frères. Je fais un peu d'immobilier à Ottawa. J'ai une société de développement là-bas qui s'appelle Henry Investments. Puis c'est un peu via ce travail-là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin d'une plateforme pour pour s'assurer que l'argent des gens qui veulent investir dans ces produits-là se rende aux développeurs directement, sans passer par une panoplie de fonds d'investissement institutionnels où il y a des frais par-dessus des frais. Et puis, ton 25 il se traduit à toi. Là, si tu as juste 100 ou 200 000 à mettre dans un produit, que tu en retires 7 parce que tout le monde, entre les deux, se prenne des frais. Là. Donc, c'est un peu le concept. Mais bon, évidemment, avant que je me rende à Parvis, là, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé comme avocat à Vancouver dans un cabinet là-bas. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler pour des institutions financières. J'ai travaillé pour une compagnie là-bas, Central One, où ce qu'on faisait un peu de tout, mais c'est une institution financière, un peu comme le Desjardins hors Québec. Et puis, je suis déménagé au Québec pour travailler avec la Banque nationale. J'étais directeur des affaires juridiques pour le hors Québec. Super, j'ai eu des bonnes années là-bas, une bonne équipe. Et puis... C'est quoi la ressemblance entre Parvis et la Banque nationale? Non, mais... J'aimerais le savoir. Mais le parvis de l'Église, c'est gratuit. Et Banque nationale, Courtage direct, vous offre des transactions gratuites quand vous achetez ou vendez vos stocks. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui peut être payant ou coûteux, c'est une fois dedans l'Église. Ou dedans la plateforme si tu fais des mauvais moves. T'es impulsif. Ça t'a d'évaluer à quel point tu donnes. Mais pour rentrer, c'est gratuit. Exactement. Se créer un compte sur la plateforme Parvis est gratuit. Exact. Double pub! Hey, ça, c'était payant, ce segment-là. Est-ce que la bourse en jeune âge était présent dans ta famille, ton père, ou pas pantoute? Pas du tout. On avait... mes parents, on vient d'une famille col bleu, on travaille fort. Mes parents avaient placé de l'argent dans un genre de seg fund, un fonds d'investissement là, qui avait eu une fusion, puis... finalement, ça n'avait pas bien tourné. Mais non, on était plus des investissements directs ou un petit peu d'immobilier ici, là. Mais non, le marché financier, la bourse, c'était très... Il y a souvent des histoires de même que nos parents ont perdu de l'argent. Ouais. Moi, j'entends encore des histoires de Bombardier, là, puis de Enron, puis de Nortel. Ils disent peut-être plus ceux-là que quand tu as fait de l'argent. Oui, parce tu que te après, s'ils souviens. te le disent, quand tu fait de l'argent, là, après, tu vas faire... Ouais. Non, mais Et c'est tu te souviens souvent quand tu as tout perdu plus que quand tu as gagné une coupe de mille. On parle surtout de nos bons coups, habituellement. Mais est-ce que, mettons, quand tu as quitté la Banque nationale, tu étais déjà Parvis, c'était quelque chose qui existait déjà ou tu as commencé ça de zéro aussi? Oui. Ben non, après la Banque nationale, je suis allé travailler chez Fiera Capital, une autre bonne institution financière au Québec. Et puis, à ce moment-là, Fiera était détenu environ 20 Il y avait Desjardins qui avaient un actif d'environ 18 ou 20, là, je ne me souviens pas des chiffres exacts. Et puis, c'est ça, je suis devenu directeur des affaires juridiques chez Fiera. On faisait des fusions-acquisitions, nouveaux produits d'investissement. On a créé certaines filiales. Donc, dans ce moment-là, il y avait la filiale d'infrastructure, filiale
d'alternatifs qu'on a Ouais. mis sur pied et tout ça. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes propres projets, surtout en immobilier avec la société, avec mes frères. Et puis, je me suis rendu compte que il y avait un besoin d'une telle plateforme pour vraiment faire ce point de rencontre-là entre les investisseurs qui veulent investir directement. Parce que ces produits-là étaient disponibles dans le passé, mais étaient disponibles aux gens plus nantis. Ouais. Si tu avais un family office ou une famille qui pouvait mettre 1 million sans t'occuper de la liquidité pour 3 ans, puis tu connaissais quelqu'un, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est quoi le minimum sur votre plateforme? Mettons, je veux investir. On en a 10 000. 10 000? Ouais. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais on a une plateforme qui rend ça vraiment facile. On fait tout le processus réglementaire, Wow. contrat, transfert d'argent, tout se fait sur la plateforme. En quoi c'est différent de front funder ou des plateformes de financement privé que tu prends des capitaux là, dans les compagnies? En quoi c'est différent de ça? Très similaire. OK. C'est le même concept. OK. En partie, c'est un compétiteur, mais oui, c'est un peu la même chose. Eux ont commencé avec une plateforme un peu plus large, dans le sens qu'ils ont des produits alternatifs, ils vont avoir des compagnies privées. Nous, on a commencé plus en immobilier, puis maintenant, on a de l'alternatif. La différence avec notre plateforme, c'est qu'on est non seulement une plateforme juste tech, mais on a une équipe qui peut faire la vérification de ces produits-là, les comprendre, puis les vendre. On a une équipe Oui, de c'est vente ça. qui est soutenue par un back-office qui a travaillé dans l'industrie. Puis, on n'est pas des gens de l'extérieur qui essaient de vraiment changer l'industrie. On est des gens de l'intérieur. Un peu, Ouais. je vous ai dit d'où je viens, où j'ai travaillé. Mon CFA, qui fait l'évaluation de ces produits-là, a travaillé pour les plus grosses compagnies de développement au pays. Il y a même eu un contrat avec un de mes anciens employeurs. Donc, vraiment, on a une équipe qui comprend l'industrie au complet. Parce que front funder, c'est un peu comme un Kickstarter, mais au lieu des perks, j'achète des actions d'une compagnie. J'ai déjà investi dans une compagnie privée via ça. Mais vous autres, il y a vraiment quelqu'un qui s'assure que Marc paye 100 000 via la plateforme. L'argent est bel et bien investi dans le projet immobilier. Puis il y a quelqu'un qui suit cet argent-là? Oui. OK. Puis tu sais, d'habitude, on va dire quand tu achètes, on va dire je mets un 100 000, ça va être, c'est des fonds avec vous, ça va être un fonds qui va détenir plusieurs sous-actifs à l'intérieur, c'est ça? Ou ça va être souvent, mettons, tu pourrais acheter un immeuble que tu pourrais financer une partie? Oui, habituellement, quand c'est direct, c'est des LPGP et puis c'est tu peux investir directement. Mais on a beaucoup de fonds communs. Donc, on a des fiducies de fonds communs de placement OK. et où est-ce que tu vas Fait que c'est investir. un peu comme, dans- mettons, on dit comme Fiera, eux, ils vont en faire en placement alternatif là, que tu peux acheter, mais c'est juste que là-dessus, la structure de frais, comment que c'est fait, ça va sûrement être plus élevé comme si on passe quelque chose comme vous, par exemple. Oui, nous, les frais sont quand même assez... ça varie. Là, ça varie entre 3 et, dans certains cas, 7 des frais qui sont payables par l'émetteur et non par l'utilisateur de la plateforme. Parce que j'ai mentionné que c'était gratuit. Hein, Oui, tantôt, c'est hein, sûr. faut pas oublier. OK, fait que c'est le gars d'Ikigai, mettons, qui paye le 3 à 7 selon son projet. Oui, l'émetteur privé qui veut lever des capitaux. ouais. C'est intéressant. Puis on vend d'autres services, bien sûr. On offre des services de marketing, lead generation, on offre des services de tech aussi. Pour ces fonds-là, pour les ces émetteurs. fonds-là. Oui, Pour oui. que le monde Puis dans sache que ça certains existe. cas, on est vraiment une plateforme où ce que l'émetteur privé qui veut lancer un produit, un développeur alternatif, ben, on leur permet avec nous de commencer au début jusqu'à la fin. Donc, on peut faire la conception du produit. OK. On peut faire la conception, le côté légal. Après ça, on la mise en marché et puis la distribution avec notre force de vente et puis notre plateforme. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop où aller avec un produit privé, ils débarquent chez nous puis ils ont vraiment tout ce qu'ils ont besoin. Fait que c'est comme une bourse privée. À quel point c'est liquide, Exactement. mettons, pour un investisseur comme moi? Je ne peux pas vendre demain matin. là. Il y a certains produits qui sont liquides, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, nos termes, je dirais qu'il y a des 6 mois. OK. Ça, c'est liquide, celle-là. Liquide, oui. OK. Jusqu'à 6 ans. On avait des produits 6 ans, des produits de développement. 6 Mais ans c'est- pour Marc, là, c'est genre une éternité. Là. Ah ouais. D'habitude, c'est 6 minutes, c'est trade. Là. Ben, pour beaucoup de gens. Exagère, là, 6 minutes. 6 secondes? Ben non. Mais voici le côté innovateur, ce qu'on a parti. Puis, monter la plateforme qu'on a fait il y a 4 ans, c'était une bonne idée. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui le faisaient, mais le côté innovateur, c'est le marché secondaire. Tu as mentionné la liquidité. liquidité. Ouais, on a bâti un marché secondaire qui permet
à nos investisseurs sur la plateforme de vendre leur position ou d'en acheter d'autres avant la fin du thème, l'échéance d'un produit sur secondaire. C'est pas disponible pour tous les produits, mais on est on est le seul courtier de marché dispensé au pays qui opère un marché principal et secondaire. Les deux en même temps. Les deux, oui, exactement. Est-ce qu'il y a des compagnies, tu sais, la majorité de vos clients, est-ce que ça va être du prêt privé ou de l'immobilier, ou tu vas avoir des compagnies, on va dire, comme de tech ou industrielles qui vont venir aussi là-dessus chercher des fonds? Oui, on a des REIT industriels sur la plateforme. On a des compagnies plus opérationnelles. Blue Star, c'en est un. C'est un fonds basé en Ontario qui a surtout des compagnies opérantes dedans. Fait que ça, c'est vraiment le produit qui est moins lié à l'immobilier. Puis c'est alternatif, mais pas du tout lié à l'immobilier. Ouais. Fait qu'on en a, puis on en a de plus en plus. Il y a beaucoup plus de gens là, qui cognent à notre porte, qui ont des trucs différents. Fait que tu aurais un private equity, exemple, sur votre plateforme, puis Derek Morin peut investir dans le private equity via votre plateforme. Si tu qualifies. Ouais. Il faut que je regarde un peu tes états financiers. Ouais. Check mon dossier médical aussi. Qu'est-ce qui pourrait faire échouer ce modèle-là? Parce que là, à date, ça ressemble à une grosse pub. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va un peu le torturer. Qu'est-ce qui pourrait faire échouer ce modèle-là? C'est-tu la liquidité, le risque de crédit, conflit d'intérêts, le prix du stock, la dilution, les réglementations? Toutes ces réponses? Oui, toutes ces réponses. On est vraiment en train de consolider le marché. Parce qu'il y a comme, je pense, c'est 300 ou 400. Il n'y a pas personne qui le sait, là, mais il y a 300 ou 400 courtiers de marché dispensés au pays. Il y en a qui n'ont pas de plan de succession. C'est ce qu'on appelle en anglais des captives. 400, c'est beaucoup. C'est énorme, ouais. Il y a des gens, je te fais un appel l'autre jour, il y a quelqu'un qui a dit 500, il y en a un qui a dit 120. Il y a une liste là, qui est publiée par des autorités réglementaires provinciales, puis des fois, elle est mise à jour ou pas, là, mais cite-moi pas là-dessus, là, mais bon, à peu près. Fait que, ça va rester entre nous. Ouais. Clin d'œil. Mais ouais, c'est ça. Fait que il y a une opportunité incroyable pour nous de vraiment devenir le leader de l'investissement privé au pays parce que justement, il y a beaucoup de petits joueurs, des joueurs qui souvent ne sont pas prêts à adopter les nouvelles technologies pour devenir plus efficaces. Ils n'ont pas les équipes pour vraiment rendre ça plus à l'échelle. Donc, on est là, puis on achète. Mais oui, évidemment, on est hautement réglementé. On est réglementé dans toutes les provinces canadiennes. Ça doit vous ralentir. Je veux dire, ça doit être l'enfer. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est pas sorcier pour nous non plus. Là. Moi, j'ai fait ma carrière à travailler pour des institutions financières qui étaient hautement réglementées aussi, à tous les niveaux. C'est un mot en soi, dans le fond, ça? Ben, exact. Puis j'ai une très bonne équipe. Là. Ma chef de conformité, CLO, chef des affaires légales aussi, était chez Stackman Elliott avant, était conformité TD. J'ai vraiment un bon entourage qui me permet d'aller plus vite. Mais oui, il y a beaucoup de risques. Et puis, d'un côté, il y a les investisseurs, de l'autre côté, les émetteurs. Puis nous, on doit vraiment balancer les deux. Est-ce que c'est un marché aux États-Unis qui existe? C'est sûr que ça existe, mais est-ce que c'est un marché qui est vraiment plus dynamique qu'ici ou c'est encore un peu comme au Québec, que c'est plus slow ou que c'est moins connu? J'allais vous dire que c'est un peu moins réglementé, mais c'est réglementé de façon différente. Donc, les émetteurs, si tu es un émetteur privé là-bas, puis tu veux vendre ton produit à l'échelle, tu n'as pas besoin d'un courtier de marché dispensé, tu peux le faire toi-même. Ah ouais, direct. Oui, tu peux le faire direct, mais tu dois rencontrer, il y a plusieurs façons de le faire, mais tu dois rencontrer certaines obligations réglementaires. Des examens de la convenance et tout ça, et tu dois le faire quand même là-bas. Mais il y en a beaucoup qui vont utiliser des courtiers comme nous, qui là-bas on appelle des broker-dealers, pour faire le travail pour eux parce que c'est un peu, c'est hautement réglementé. Mais c'est un immense marché. Puis c'est pour ça justement que la semaine dernière, jeudi, on a émis un communiqué de presse qu'on annonce l'acquisition d'un broker-dealer à Phoenix, en Arizona, qui s'appelle Favor Point. Et puis ça ouvre le marché à 33 millions d'investisseurs accrédités versus 3,5, plus ou moins au Canada. Okay. Donc, on va pouvoir lever des capitaux aux États avec une équipe là-bas. Pour les projets ici ou pour les projets juste là-bas? Au niveau réglementaire et légal, il faut voir il y a beaucoup de choses à aller voir. Il faut voir si le véhicule peut accueillir de l'investissement des États-Unis, parce que souvent, ça
tu peux accueillir l'argent, mais il y a plusieurs obligations qui viennent J'essaie avec juste ça. de rapatrier des capitaux au Canada. Ouais, exact. Ultimement, c'est les deux. Fait qu'on veut permettre à nos émetteurs canadiens sur la plateforme, on en a maintenant 55, puis on en a peut-être 50 autres qui veulent se joindre à nous, pour eux de lever des sous, des fonds aux États-Unis. Et puis lever aussi des capitaux directement aux États-Unis. Ça peut être un émetteur aux États-Unis avec des investisseurs aux États-Unis aussi. Fait qu'on veut faire ça aussi. Fait que vous venez d'acheter ça, mais il y a eu d'autres acquisitions. Ton background est en acquisition, Merger and Acquisition, comme tu disais. Là, vous avez acquis Richmond Global Wealth. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est juste consolidation ou il y a un play derrière, contrôler la distribution? Richmond Global Wealth, c'était une société en Ontario. Eux sont réglementés CIRO. Ils vendent des produits, ils peuvent vendre n'importe quoi là, qui est disponible à la bourse, là, des actions, des fonds communs de placement, tout ça. Fait que nous, ce qu'on voulait faire, c'est d'offrir plus de produits financiers à nos gens qui débarquent chez nous pour acheter des produits privés. Fait que toi, si tu viens puis tu veux investir dans le fonds d'investissement d'Ikigai, qui opère notamment à Sherbrooke, en Alberta, ben, tu peux le faire, mais tu peux aussi acheter d'autres produits chez nous. Comme une banque. Indirectement, oui. OK. Ouais, d'ailleurs, le gars d'Ikigai, il faudrait échanger une commandite. Ça fait 12 fois qu'on prononce son nom. On va C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Je vais essayer de plugger d'autres clients. Fait que là, il y a eu ça. Après ça, il y a eu un LOI. Je ne sais pas si ça s'est fait pour acquérir Atlas One Digital Securities. Oui. Ça, c'est-tu encore sur la table? Atlas, on a annoncé la signature du LOI il y a maintenant une semaine. Moins une semaine et demie. LOI, c'est une lettre d'intention. Là. C'est genre 3-4 pages qui dit « Je veux vous acheter à tel prix ». Exactement. That's it. Exactement. Là, on est en vérification diligente avec eux. OK. Ça va super bien. Et puis, Atlas One, c'est un compétiteur. Directement. Ouais, ils sont inscrits comme marché de courtier dispensé dans beaucoup de provinces. Je pense qu'il y en manque 2 ou 3. Et puis, ils ont une quarantaine de produits d'investissement privé. Ils font à peu près ce qu'on fait, mais de façon différente. Puis, ils ont une bonne plateforme tech aussi. Il y a des trucs qu'on voulait là, on voulait garder. Donc, ça va bien. Et puis, on va intégrer tout ça là, chez nous. Le but, c'est de faire le closing, plus ou moins, là, autour du 30 juin. Mais évidemment, il faut obtenir les autorisations réglementaires. Les 2 conseils d'administration ont accepté, ont approuvé la transaction. Donc ça va super bien. On va voir qu'est-ce qu'il y en est parce qu'on va probablement diffuser l'épisode début juillet. Là, on est à fin mai. Fait que peut-être que ça va être fait, peut-être que non. Là, on pourra juger rendu là. Exactement, j'espère. Mais là, j'entends, ça fait 3 acquisitions quand même rapprochées. La question qui tue, avec quel argent vous achetez ça? Exact. On a une machine. On l'imprime. Hey, mais tu ris, j'en ai une au bureau. C'est un gun, puis je vais l'amener la prochaine fois. J'aurais dû l'amener. OK, fait que les 2 premières acquisitions, Richmond puis Atlas One, on émet des actions. Okay. Donc, on s'est entendu préliminairement à la lettre d'intention pour Atlas One. C'est 5 millions qu'on paye pour l'entité, puis on le paye en 2 tranches. Et puis, on a mis le prix, on s'est entendu un prix de 52,5 cents de l'action pour la première tranche. Et puis, si ma mémoire est bonne, 60 cents pour la deuxième tranche. Okay. Celle-là, on la paye en actions de par-vie. Et puis, l'autre... des nouvelles actions que vous émettez. Exactement. Okay. Oui. Et puis, la troisième entité, celle aux États-Unis, Favor Point Capital, qu'on a annoncé la semaine dernière, celle-là, je pense qu'on va lever. Moi, je pense que je peux le dire parce que c'est juillet, je suis correct pour en parler. Début juillet, oui. Parfait. On va probablement lever des capitaux, des nouveaux capitaux. En prêt ou vous émettez d'autres actions? Probablement en placement privé. OK. Ouais. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on a beaucoup de travail d'intégration. Et puis, il faut intégrer des équipes de vente. Il faut bâtir l'équipe aux États-Unis. Fait qu'on va avoir besoin d'un petit peu de capital pour faire ça. Vous pourriez peut-être utiliser une plateforme qui s'appelle Parvi Invest pour lever vos propres capitaux. Meilleur marketing. Exactement. Est-ce que ça fait 3 acquisitions que vous êtes en train de faire actuellement? Ça, c'est ce qu'on sait. Exactement. Ce qu'on sait pas. Ce qu'on sait pas. Fait Attends, on va gratter. Est-ce que c'est une industrie qui est encore très dynamique
à travers le Canada complet ou vous êtes les seuls qui sont comme avares comme ça? Là? Je pense qu'on est les seuls qui a ces ambitions-là. Ouais. Il y en a beaucoup de plateformes qui vont bien, ils ont une équipe de vente, puis ils lèvent des capitaux, puis ils font la même chose, ça fait 15-20 ans, qui ont à peu près les chiffres qu'on a tout de suite, Ouais. après 3-4 ans. Mais bon, je veux dire, chacun sa façon. Nous, on veut vraiment avoir une plateforme avec du volume où ce que les gens pensent, quand tu veux investir privé, on va chez Parvis. Sans nécessairement investir dans 3-4 plateformes. Vraiment, c'est ça le problème, c'est que si tu veux investir au privé, historiquement, tu connais quelqu'un, puis là, tu coordonnes avec le back-office, tu signes les papiers là-bas, puis là, tu fais ça 2-3 fois ailleurs, puis c'est pas centralisé nulle part. Fait que nous, comme à la bourse, que tu vas investir, tu as vraiment ton portefeuille, tes rendements, tes actions. Bien, si tu ouvres un compte chez nous, tu vois l'équivalent là au niveau privé. Tous tes investissements sont dans un portefeuille. C'est pour ça que les gens viennent chez nous. C'est vraiment la facilité d'investir dans des produits privés. On m'a dit que votre produit était bon. J'ai fait mon enquête. Ah, mais tant mieux. Un utilisateur Tant mieux. que tu connais. Est-ce que, tu sais, en ce moment, tu dis au Québec, c'est quand même assez relax comme marché, c'est plus slow. C'est où au Canada qu'il y a le plus d'action là-dedans? C'est sûrement l'Ontario puis Vancouver? Oui. Oui. Et l'Alberta. Alberta aussi. Ouais. Est-ce que la qualité ou la Où est-ce qu'il y a de différence l'argent, des dans le deals, fond? ouais, mais est-ce que les deals sont différents d'une place à l'autre? Dans le sens, est-ce que, mettons, en Ontario, c'est plus de l'immobilier, on va dire, dans l'ouest du Canada, on est dans un projet complètement différent qu'on essaie de financer? Très bonne question. Je ne sais pas, j'ai la réponse, mais Trop bonne question. oui. Trop. Des fois, il en pose des trop bonnes. À Vancouver, on voit beaucoup de fintech, des compagnies un peu plus tech qui veulent lever des capitaux. On n'en a pas sur notre plateforme. Toronto, il y a beaucoup d'immobilier. Donc, oui, probablement, là, la prémisse de ta question, plus d'immobilier en Ontario, puis un peu plus d'alternatifs à Vancouver. On a des REITs industriels en Alberta. On a vraiment un peu de tout. Sais-tu qu'est-ce qui marcherait au Québec? Investi. On lève des capitaux sur leur plateforme. Là, il faut juste se bâtir un plan de match. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Là? Ouais. Une compagnie privée, mettons nous autres. Là. Ouais. C'est hypothétique. Là. C'est pas vrai ce que je dis. Fait qu'on pourrait... Comment que ça fonctionnerait? Là? On dit, hey, on veut lever des capitaux. Là, on t'appelle? C'est quoi qui se passe? OK. Ben oui, puis là, on regarde ça. OK. C'est aussi simple que c'est ça. quoi ton idée? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, OK. si ça fait du sens, ben on le Mais là, il y a passe quelqu'un sur- qui regarde on le passe plan, au la paye fin. valorisation. Ouais, c'est OK. ça. Oui, Ben OK. oui, on regarde ça, tout ça me ça. rassure. Ben oui, on dit non 9 fois sur 10. Ah ouais. Ben oui, exactement. 9 On a fois une sur- liste d'attente de Pour vrai. 60, 70. J'ai pas regardé récemment. Mais Parce que toi, t'es à un mauvais deal de scraper ton nom pareil. non, mais pour vrai. Tu nous laisses rentrer, puis nous autres, on part à Vegas avec des influenceurs. Là. Avec l'argent. Oui. Je dis n'importe quoi. Mais je veux dire, mais ça sonne le fun. de faire de quoi avec nous? non, mais pour vrai. je peux-tu aller à Vegas avec vous? Non, mais tu comprends, mon point, c'est que Oui. tout est une question de réputation. Si t'as un deal que le monde a perdu de l'argent ou que c'est... Mais ça- Ouais. en même temps, ça peut arriver, c'est un marché dispensé Ben, d'une certaine exactement. façon. Donc, c'est là que c'était ma Pas le réponse. game. Donc, on fait un travail de vérification pour faire sûr que ce que tu décris, ça n'arrive pas. OK. C'est sûr qu'il peut y avoir des projets, il peut y avoir des choses où il y a quelque chose qui va de côté, qui n'ont pas bien évalué, qui n'ont pas bien exécuté. Ça va arriver. Jusqu'à date, ça se passe super bien, mais on vend des produits à risque. Donc, si à un moment donné, un produit qui se pète, puis les investisseurs vont perdre de l'argent, bien, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas fait un bon travail de vérification? Ça peut être une panoplie de choses. c'est l'exécution. Si la banque te vend un compte de courtage, puis tu as des actions dedans qui vont se planter une année, est-ce que la banque a bien fait son travail? Parce qu'ils ils ont mis tous les notes légales dedans? C'est ça, c'est la faute de la banque. Ben, Ok. exactement. Donc, évidemment, il y a une vérification diligente qu'on fait. Il y a certains produits qu'on ne vend pas à des investisseurs retail, des investisseurs qui n'ont pas le capital pour investir dedans. Il y a des ratios. C'est hautement réglementé ce qu'on fait. Il y a des niveaux de concentration dans l'examen de la convenance. Là, on appelle la suitability assessment en anglais. C'est exactement le travail qu'on fait.
Il y a des produits qu'on ne vendra pas parce qu'il y a trop de risques ou tu es trop concentré dans telle industrie. Mais oui, ça se peut qu'il y ait un produit qui se plante à un moment donné, puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait un bon travail. C'est des produits à haut risque. OK. Si tu ne veux pas, disons que tu nous arrives puis tu dis, David, moi, je ne veux pas de produit à haut risque, je ne veux pas que ça se plante, bien, on va te vendre le produit à 10 qui n'a pas eu de problème pendant les derniers 15 ans puis qu'on fait confiance. OK. À t'entendre, ça semble être une opportunité incroyable. Consolidation de marché fragmenté. Je regardais le prix du stock. Est-ce que le marché comprend que c'est une opportunité incroyable? Est-ce qu'ils sont en retard? Parce que là, je voyais une grande variation quand même. Là. Il était à 6 sous récemment. Là, mettons, Dis-moi. dans les 52 dernières semaines, il a varié de 6 sous à 35 sous. Donc, 6X. Je n'ai pas regardé ce matin ça ressemblait à quoi le prix du stock, mais est-ce que le marché lag l'opportunité? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre de... Parce qu'à 6 sous, vous valiez 2 millions. I guess que j'ai pas vu d'achat d'initiés ou de gens qui en ont racheté. Je sais pas si toi, tu en as racheté, mais à 2 millions, I guess que ça valait moins que la plateforme à elle seule. Oui. C'est pas une question que je te pose. Je fais pas, juste les j'attendais. Mais non, là, je comprends ton point. Je serais probablement pas le premier PDG qui va dire que mon action est sous-évaluée. Il me semble que, évidemment, j'ai confiance à ce qu'on fait, puis on a un plan d'action, puis ça va de l'avant. Il y a comme 2 compagnies dans une chez nous. On est un courtier de marché dispensé, une plateforme privée, puis on est à la bourse sur le TSX via Toronto. On est allé assez rapidement sur la bourse. Il y avait une opportunité. Le président du conseil d'administration était président du conseil d'administration du SPAC qu'on a fait un merger avec. SPAC, okay. On a parti en mars 2023, la journée de Silicon Valley Bank. Et puis, que vous êtes rentré en bourse ce jour-là? Oui, ça faisait combien de temps que ça existait? Ça a dû tomber, le stock. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais pourquoi aller aussitôt en bourse? OK, tu as une opportunité de merger avec un SPAC, mais c'était-tu une opportunité calculée ou par après? Oui, non, c'est une opportunité dans le sens que, comme j'ai dit, il y avait des gens des 2 bords, fait que c'est un deal un peu plus amical. Puis, il y avait aussi, c'était le 3e plus gros sur le TSXV avec 3,1 millions. Fait qu'il y avait de l'argent là qui nous permettait de... Dans le SPAC. Dans le SPAC. Okay. Fait qu'il y avait de l'argent là qui nous permettait d'aller chercher des sous plutôt que prendre une centaine d'appels, lever des capitaux comme FinTech. Et puis là, on avait un peu de blockchain, puis là, on faisait des rencontres, puis des gens qui disaient « on ne touche pas aux cryptos », ils ne connaissaient pas. Fait, c'est très difficile de lever des sous là, en ce moment-là, 2023. Fait que ça faisait du sens pour nous, c'était très tôt, mais ça faisait du sens de faire la transaction. Parce qu'on entend souvent des histoires que c'est dangereux de rentrer trop tôt en bourse. Vous autres, ça s'est bien passé. Ben, ça s'est bien passé. Mais c'est l'industrie aussi, comme tu dis. Oui. Dans l'industrie. C'est tough, lever des capitaux. C'était très difficile. Mais est-ce que ça s'est bien passé? Probablement pas. Tu viens de mentionner, c'était à 6 cents pendant un bout. Ça a été à 4 cents, 4,5 cents pendant un bout. Faut que tu m'appelles. Fait que je possède pas d'action, full disclosure. Je pourrais être des mois sans garder l'action à ce moment-là. J'allais à Toronto, j'allais rencontrer des boîtes pour investir. Je faisais mon travail de PDG de nouvelles compagnies publiques. « Hey, est-ce que tu peux acheter mes actions? » Ben, la plupart des gens me disaient « Retourne au travail, monte une compagnie, dépose des états financiers pendant plusieurs quarts, puis là, on va jaser. » Fait que c'est exactement ce que j'ai fait après avoir entendu la même réponse 50 fois. 50, ah ouais? Ben, plus ou moins. Plus rare. Tu sais, ce qu'il y a du monde que c'est arrivé des fois quand ils ont vu le prix du stock, ils ont commencé à faire je touche pas à ça, mettons, un stock qui est aussi bas que ça, ou c'est pas quelque chose que tu as eu trop souvent à adresser comme problème? Oui, ben il n'y avait pas beaucoup de liquidité, pas beaucoup de volume aussi. Fait qu'il y a des gens qui, tu sais, dans leur politique d'investissement, ça ne matchait pas, mais c'est correct. On a monté une entreprise, on a eu 400% de croissance l'année dernière. Fait que j'ai fait exactement ce que le marché nous disait. Puis, on était, les initiés, on était, je pense, à 55-60% du market cap. Mm-hmm. Donc, les gens... moi, j'avais un lock-up du TSXV pour 3 ans et demi qui a fini en mars. On n'allait pas nulle part. Là. C'est nous qui détenions cette compagnie-là. Puis tout le volume sur le marché, pour répondre à ta question, là, si tu vas sur le TSX, tu vois les transactions d'initiés, là, j'ai augmenté ma position autant que j'ai pu. J'ai acheté tout ce qui était disponible à ce moment-là. T'as-tu hypothéqué ta maison?
Non, mais tu dis autant que t'as pu. Je te donne une autre option. Tu me vends une hypothèque? Non, mais si tu vas sur BNC, le gars, il plug une hypothèque. Êtes-vous encore autour de 50-60%? Plus ou moins, oui. L'été wow. passé, j'ai fait une levée avec deux de nos clients, deux de nos plus gros clients émetteurs, Blue Star et Lankin, ont pris une position, sont maintenant au conseil d'administration. Et puis, Ceux qui utilisent déjà votre plateforme. Exactement. Okay. Fait quand les plus gros clients décident d'acheter une partie de ta compagnie, là, je pense que en soi, j'ai pas besoin de faire un pitch là-dessus. Hein? Est-ce je suis d'accord. que c'est comme c'est déjà une idée qui avait passé dans votre tête de faire un reverse split pour augmenter le prix en haut $1 ou ça n'a pas vraiment d'impact pour aller lever du capital? C'est pas quelque chose qu'on a considéré pour l'instant. Là. Vraiment, pour l'instant, on a une petite équipe. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens là, qui dorment dans le back-office. Là. Ça bouge beaucoup. Puis là, tu peux t'imaginer avec 3 acquisitions et 3 acquisitions dans 3 mois avec des entités hautement réglementées dans 2 différents pays. Tu m'as imaginé qu'on est très, très occupé ce temps-ci. C'est ça. Mais là, ils vont dormir dans le back-office parce qu'ils vont travailler toute l'année. Là, ils vont travailler fort. Là, je vais investir. Quand je vais aller checker tes bureaux. D'ailleurs, sont où vos bureaux? On n'en a pas. Vous n'avez pas, OK? Non, on utilise des bureaux. On est partout au pays. On a des employés à Vancouver, Toronto, et puis on est 2 à Montréal. Fait que, mais j'ai de quoi pour vous, une idée. Ouais. Okay. À Saint-Léonard de Portneuf, ils vendent l'église pour 1 pièce. Ça coûte cher de chauffage, puis le toit est à refaire. Mais ça serait un estique de bon branding. Oui, y a-t-il un aéroport pas loin? Non. OK, ça, c'est un problème. Saint-Léonard de Portneuf. Ouais, c'est où ça? Mon oncle a acheté un presbytère juste à côté de l'église. Il essaie de la révigorer. Pas loin de Portneuf, à peu près à 30 minutes. Ouais. Est-ce qu'il faut que tu sois un paroissien pour pouvoir acheter? Ou... Non, mais tu sais. Pour $1 symbolique. Présentement, ils monétisent avec des mariages puis des réceptions, puis on fait un petit café, mais... Je sais pas. Écoute, moi, je suis un gars de concept. C'est un modèle d'affaires. Ben oui. 1 pièce. Ben oui. C'est sûr que ça coûte 100 000 de chauffage par année, mais bon, en retournant à nos moutons. Fait que là, le stock est en haut de 30 sous. En bas de 30 sous. OK, il a baissé. Oui, il baisse un peu. OK, il est allé jusqu'à 35 sous, ce que j'ai. Ouais. Mais sur son papier, là, son pas digital en temps réel. Exactement. Ouais, on est allé jusqu'à 35 là, cette année. Et puis, ça l'a baissé un peu. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, on est autour de peut-être 26 ou quelque chose de même. Fait qu'un market cap d'à peu près 8 millions? Ouais, 8-10. C'est bon, mais je le teste. Ça prouve qu'il ne check pas vraiment ça, puis j'aime ça. Parce que tu dis que vous avez fait 400% d'augmentation depuis 2023. Ça, c'est sur les chiffres. Sur le top line, les revenus ou sur le profit? Ou peux-tu nous partager ces chiffres-là? Est-ce que j'avais fait plus de recherches, je les aurais? Là, parce que oui. On a fait quoi? 2,3 l'an passé. 400% de croissance de revenus. Ouais. Okay. Pas revenu net, mais on est tout près d'être rentable. Sur ce 2,3-là, qu'est-ce qui vient de la plateforme? Est-ce que on sait cette segmentation-là? Ou? Je pense que c'est dans les états financiers, je peux en parler rapidement ici. La plupart du revenu vient de l'argent qui passe sur la plateforme. Donc, le capital raise. OK. Donc, le frais aux émetteurs. Exactement. Okay. Pour l'argent qui est levé via la plateforme, côté conformité. Ensuite, on charge un frais pour utiliser la plateforme tech, donc un modèle SaaS. Okay. Et puis, le troisième frais, c'est les services de marketing. Parce que dès que tu as un produit privé, que tu veux commencer à faire de la pub, il y en a qui le font quand même, là, mais ils n'ont pas eu la lettre de l'AMF encore. Mais dès que tu décides de faire ta propre promotion, ben, c'est hautement réglementé. Puis là, tu dois devenir une entité inscrite. Donc, ils viennent chez nous. Souvent, ils viennent de façon préventive. Il y en a d'autres. La semaine passée, il y avait un groupe de Toronto qui avait la lettre de l'OSC. Puis, hey, est-ce que tu peux nous aider? Il y a eu un changement récemment. En fait, semaine, au Ninja Factory, à la fête à mon gars, il y a un journaliste financier qui a dit « Hey, tu fais un podcast? As-tu vu l'annonce de l'AMF? » J'étais là « Wow, ouais, je l'ai vu. » Je faisais comme si je savais tout, mais je savais rien. Pour les finfluencers et tout ça. Mais bref, on va en parler. OK, fait que 2,3 millions. Puis vos dépenses, ça ressemble à quoi? Vous êtes profitable, tu dis? On l'a été. On est dans un marché où c'est pas linéaire. Là. Ça fluctue beaucoup. C'est saisonnier aussi, la levée de capitaux. L'été arrive, les gens sont en vacances. Fait que c'est beaucoup. Ça va comme ça. Là. Mais ouais, on est là. Puis évidemment, avec l'acquisition de Atlas One, qui a quand même
800 000 de revenus l'an dernier, plus ou moins, ben, je pense qu'on va être là encore plus vite que je pensais. Je l'espère, du moins. Sans faire de prédiction, évidemment. Non, mais je te le souhaite. On le souhaite à tous. Est-ce que tu penses comme CEO, c'est plus important actuellement pour toi de te concentrer sur le modèle d'affaires ou se concentrer une partie du temps à lever des capitaux, des travails, des roadshows, mettons, pour le stock? Bon, on n'enlève pas beaucoup de capitaux. Là. On peut peut-être en faire un, mais je veux dire, j'étais des mois sans m'occuper de l'action, là, sans regarder. On faisait les filings parce que maintenir une compagnie publique, ça coûte des sous, ça prend du temps, de l'argent. Mais non, je pense que 90%, c'est vraiment le côté monter la business, gérer la business. Puis mon travail, c'est d'enligner des partenariats, des nouvelles deals. Puis là, évidemment, les 3 acquisitions en 3 mois. Il y a un gros fonds d'investissement qui est super populaire en Ontario qui s'appelle McGillivray Fund. C'est un personnage de télévision qui faisait de la réno en Ontario, puis il est parti un fonds d'investissement qui est vraiment populaire. Okay. Puis là, maintenant, ils viennent se joindre à nous parce qu'ils voulaient avoir une distribution au Québec. Puis on est une des seules plateformes où on peut vendre des produits dans toutes les provinces canadiennes. Fait que on fait des partenariats comme ça. Et on en a d'autres qui s'en viennent, qu'on travaille dessus, des plus gros, des plus petits. Mais tu sais, je peux être 2-3 jours sans penser à mon action. Peut-être ça qu'il faut partir un fonds d'investissement. Devenir assez bon. Est-ce que vous considérez un uplisting au TSX ou il est trop tôt? Je vais dire ce que je considère. Vas-y. Je considère un listing aux États-Unis. Okay. En passant directement du venture à quelque chose aux États. Puis je vais dire pourquoi l'acquisition qu'on vient d'annoncer, qu'on va essayer de closer assez rapidement, c'est un pied à terre aux États-Unis. C'est une plateforme qui, FINRA, SEC, où est-ce qu'on peut lever des capitaux dans presque tous les États. Donc, c'est un gros marché. On a des gens sur notre conseil d'administration qui veulent, qui ont ça comme ambition et puis ont les relations là-bas pour nous permettre de vraiment prendre de l'ampleur aux États. Mon but, c'était toujours de consolider le marché canadien. Mm-hmm. On n'a pas réussi, mais on commence en bonne voie. Donc, comme ça vous ouvre quand même c'est une méchante belle opportunité. Tu as dit que c'était juste 5 millions que vous avez payé pour ça? Non, ça, c'est Atlas One. OK, excuse. Ouais. L'autre, on n'a pas divulgué le prix. OK. On n'a pas divulgué le prix dans la... Technique de journaliste d'essayer de savoir le prix. Pour plusieurs raisons. Non, mais j'étais là, c'est même pas cher, 5 millions. Pourquoi on n'a pas acheté ça, nous autres? Parce qu'être listé au Nasdaq, ce serait fou. Ah, c'est quand même pas pire. Pourquoi un investisseur achèterait PVIS.V au lieu de Blackstone, KKR? Ben, il devrait acheter les deux. C'est pas deux produits comparables. On est un micro-cap TSXV canadien, FinTech, courtier de marché dispensé. On est vraiment... Il y a des gens qui demandent donne-moi une compagnie comparable. Bien, tu peux le comparer au niveau de courtier marché dispensé. Tu en as trouvé des exemples. Atlas One, c'en est un. Mais vraiment un FinTech qui est à la bourse puis qui opère dans les marchés privés, il n'y en a pas. Fait que si les gens connaissent un peu ces produits-là, voient l'opportunité de consolidation du marché, ça peut être un bon investissement. Est-ce que tu penses que ça peut vous nuire, ça, cette complexité-là dans le modèle d'affaires? Vous êtes ça, plus ça. Puis des fois, le marché Wall Street, quand c'est trop compliqué, il passe. Mettons, on analysait une compagnie qui s'appelle Gold Money. Ils ont une plateforme de gestion de trésorerie physique d'or, comme des mini-entrepôts d'or. Ils prennent un frais de transaction, ils ont de l'immobilier, ils ont ci, ils ont ça. Puis là, quand tu regardes leurs actifs, tu te rends compte que juste le prix de l'immobilier, ça vaut le market cap. Puis ils ignorent la plateforme, la FinTech. Est-ce que c'est quelque chose que vous souffrez, vous autres aussi, tu penses? Ou? Non, parce qu'on ne fait pas de l'or et de l'immobilier. On fait des placements privés. Ouais. Mais c'est un exemple. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... privés. Super facile à comprendre. Non, ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas, mais ça se résume très, très facilement. C'est une plateforme d'investissement privé. Point final. Résumé de même, c'est assez simple. Exact. J'ai une autre... tantôt, tu parlais de blockchain. T'as juste dit une fois le mot, mais c'est où que vous l'intégrer là-dedans, au final? Bien, présentement, on a le blockchain intégré dans le marché secondaire. C'est un environnement fermé, là. Il n'y a pas de crypto, c'est pas transigé. C'est vraiment juste pour permettre l'alignement avec les cap tables puis l'argent qui flotte, là. Mais évidemment, on va en faire plus, là. On veut, on veut être
une plateforme qui introduit le blockchain dans les marchés C'est privés. quoi que ça fait exactement pour vous, ça? C'est la rapidité d'échange? Rapidité d'échange, simplicité, c'est vraiment facile. Il y a quelques années, moi, je pensais que ça allait être des innovateurs comme Parvi ou des plus petits opérateurs qui allaient vraiment pousser ça. Et puis, ça n'a pas été facile. J'ai eu ces conversations-là aussi avec les gens d'Atlas One. Eux, ils ont commencé comme ça. Le nom, c'est Atlas One Digital Securities Inc. Puis, ils voulaient vraiment entrer le blockchain partout. Le marché, tu sais, dans le marché dispensé, il y a beaucoup d'investisseurs. Les monsieur et madame qui investissent, c'est des gens, tu sais, il y a encore des boomers. Puis tu parles de blockchain, crypto, ils ne veulent rien savoir de ça. Il y a beaucoup de grosses boîtes aux États-Unis, BlackRock, il y en a plein qui commencent à vouloir intégrer la technologie. Puis, j'ai lu un article récemment qui, tu sais, s'alignait un peu à ce que moi, je pensais, dans le sens que ça va probablement venir des gros joueurs avant de venir des petits joueurs comme nous. Ou dans un meilleur monde. Ça va devenir un standard, puis là, les autres vont suivre. Fait que là, tu as un actif, puis là, c'est tokenisé dans un marché secondaire, puis là, moi, je peux transiger celle-là. Oui. Okay. Idéalement, tu ne le vois même pas. Oui, non, c'est ça. C'est ça le but, c'est ce qu'on veut faire, c'est que tu ne le vois même pas. Tu vois juste un produit, tu as le financier, puis le blockchain, il run en arrière pour rendre ça super facile. Parce que quand tu comprends la technologie, tu vois ce que tu peux faire avec, ça n'a pas de sens, même au niveau transfert de titre. Là. Je suis assez vieux pour me souvenir de prendre un titre puis aller le déposer au Land Title à Vancouver, un papier physique pour changer le titre de propriété. Puis là, tu regardes, puis là, il y a eu de la technologie après ça, mais tu regardes ce que tu peux faire au niveau de blockchain avec tout. L'application est énorme. Puis en finance, on veut en faire plus. Mais l'industrie doit se rendre là avec nous. Imagine du day trading avec des papiers. Ça day trade des certificats. Exact. Ça doit coûter cher l'imprimante. Penses-tu que le marché public sous-évalue ou regarde de haut le marché privé? Je ne sais pas si c'est un rapport comme ça, mais on se rend compte qu'il y a plus d'argent des marchés publics qui s'en viennent chez nous. Il y a des gens, par exemple, un investisseur, il y a quelques semaines, j'osais avec, il venait de lire un article dans Bloomberg que le 80-20 était fini. Maintenant, c'est 60-40. Okay. 40 en faveur de l'alternatif, l'immobilier, l'alternatif, pour vraiment essayer de contrer les fluctuations qu'on a vues là, dans les derniers 24 mois. Et puis, il y a des gens qui se pointent chez nous juste avec cette idée-là. Hey, j'ai besoin d'acheter plus de produits privés. Puis, en débarquant chez nous, ce que je mentionnais tantôt, ils ont un éventail de produits, ils en ont 55 au Canada. Et maintenant, à l'extérieur du Canada, on a un fonds d'investissement, une compagnie hôtelière au Costa Rica, on a un produit au Mexique, on va en ajouter d'autres aussi. Okay. On a un fonds d'investissement global aussi pour les investisseurs à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de façons qu'on croit, mais on voit vraiment un peu plus de capitaux qui s'en viennent chez nous pour différentes raisons. Penses-tu que ça pourrait devenir un jour plus gros, le marché privé, que le marché public? Je suis dans les prédictions. Parce qu'on voit, mettons, Anthropic, OpenAI, à quel point ils valent énormément en étant encore privés. Même le private equity, depuis les dernières années, il y a tellement de compagnies qui sont plus rentrées à IPO, qui sont restées sur les marchés privés, les rendements sont meilleurs. C'est vrai. Tu vois-tu un shift? Je suis peut-être pas le mieux placé, là. Je ne suis pas assez près de l'industrie publique pour pouvoir dire ça, mais pas dans les prochaines années. Pas demain matin. Pas demain matin. C'est une bonne réponse de politicien. Mais le fait qu'on part de gens qui ont des portefeuilles à 90-10 ou à 80-20, 20% dans le privé puis 80% dans le public, puis là, on voit un shift où les gens se rendent à 40%, dans certains cas 50% dans le privé pour plusieurs raisons. C'est bon pour nous, bon pour la business, puis bon pour nos investisseurs, surtout ceux qui sont intéressés par notre action, qui veulent en acheter. Oui, mais c'est ça. Mais quand, mettons, je m'intéresse à ton action, puis là, on parle beaucoup de multiples. Là, je te demanderai pas, mais je te le demande indirectement. Là, à quel multiple ça devrait se transiger? Est-ce que ça devrait se transiger à un multiple de fintech? Est-ce que ça devrait se transiger à un multiple plus bancaire? Parce que là, moi, si je regarde pour déterminer si le titre est pas cher ou cher, il faut que je me base sur un multiple. Oui. C'est vrai, ça. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Ben, moi non plus. C'est bon, ça. C'est de l'impro. C'est bon.
J'aimerais mieux un multiple fintech. Parce que probablement... Je te demande pas ce que t'aimerais mieux, je te demande c'est quoi la business. Puis... un multiple bancaire, c'est pas trop élevé. Un multiple fintech, mais avec les dividendes des ventes. Ouais. Ça peut être un multiple de Costco aussi, c'est assez élevé de ce temps-ci. Écoute, je vais m'avancer. Je vais m'avancer. Je veux pas que tu te fasses taper ses doigts que tu niveau conformité, je vais m'avancer un peu partout où ce que je devrais pas. Là. Je vais prendre un risque calculé. Et puis, encore une fois, je ne suis peut-être pas le premier PDG qui pense que mon action devrait être plus élevée que ce qu'elle est. Mais je pense sincèrement, avec tout ce qu'on fait, la croissance qu'on a, qu'on est sous-évalué. Clairement. 25 cents l'action avec ce qu'on est en train de faire. Puis il y a des gens qui investissent, puis ils me disent la même chose. On ne comprend pas. Puis bon. Mais là, je dois faire mon travail de PDG aussi pour aller rencontrer des gens puis partager l'histoire. J'essaie de faire un peu plus de podcasts comme ça. J'en ai un autre à Toronto la semaine prochaine. Je vais en faire de plus en plus. Fait que c'est un peu notre travail à en parler plus. Puis je pense que si je continue à parler de la bonne nouvelle, l'action va monter. C'est une bonne chose. Les efforts marketing demain, ça prouve que je te souhaite que ça monte. Puis on n'a pas de boule de cristal, mais le dernier qui est venu ici, de First Phosphate, on trouvait que ça avait augmenté beaucoup son stock quand il était à 70 cents, puis il est rendu à 1,80, je pense. Ah oui? Fait que, good for John. Moi, idéalement, j'aimerais voir Parvi transiger le volume de transactions sur la plateforme d'environ 4 à 5 milliards par année. Sur la plateforme, sur pas la en bourse. plateforme. OK. Puis là, on est à peu près à combien? Avec un revenu de quelques 100 millions. À 7 % de frais à peu près? Fait que vos revenus, ça ressemble à ça. Oui, c'est sur le côté. Ouais, non, c'est entre... parce qu'il y a des transactions qu'on fait juste la conformité. Là, fait que ça, c'est plus 3. C'est plus 1. C'est 1. Oui, c'est plus 1. Fait qu'on est entre 1... mais entre 1 et 6. Là. Fait qu'en moyenne, on parle d'un 3,25 % de façon générale. Interesting. Interesting, ouais. On dirait que j'ai tout oublié le reste de mes questions avec ça. Non, mais c'est sûr que là-dessus, ça me fait penser à qu'est-ce qui va créer que ton stock monte pas mal, c'est du volume. Là. Si vous faites le listing aux États-Unis, ça va sûrement être la meilleure façon de faire. Là. Moi, je l'ai vu sur plein de compagnies canadiennes dans le passé, ça. Des belles compagnies, j'étais comme, pourquoi ça ne monte pas? La seconde qu'ils ont fait un listing aux États-Unis, ça a explosé. Ouais. Comment tu expliques ça? Pourquoi que... Moi, je pensais vraiment d'avoir plus de volume avec notre listing, plus d'activité. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a moins d'intérêt? Il y a juste pas beaucoup je pense qu'il n'y a juste pas beaucoup d'intérêt au Québec pour plein de business. Au Canada. Même les grosses business. Même Shopify. Elle, dans le temps, c'était Transforce, qui est pas mal la plus grosse compagnie de transport au Canada. Puis ça bougeait pas. Puis j'ai regardé les compagnies aux États-Unis. Se transigeait au double de multiples pour le même style de modèle d'affaires. Puis la seconde qui s'est embarquée aux États-Unis, le stock a fait pas loin de 300-400% les années qui ont suivi. Exact. Mais Lightspeed a fait la même affaire. Ouais. Avant de rentrer au Shopify, au Nasdaq. Le listing américain aussi. Oui, Shopify, la même affaire. T'as juste pas assez de liquidité ici, j'ai l'impression. C'est quoi votre modèle de white label? J'ai vu ça sur votre site. Fait que là, quelqu'un d'autre peut mettre son logo puis opérer la plateforme. Comment ça fonctionne, ça? C'est pas au niveau texte, c'est vraiment au niveau conformité. Fait que quelqu'un veut qu'on fasse vraiment tout le travail de back-office. C'était l'exemple que j'utilisais un peu plus tôt avec l'émetteur qui arrive et dit bon, moi j'ai besoin d'embaucher des gens de conformité, marketing, j'ai besoin de tout faire ça. Mais on arrive et on devient comme leur back-office de facto où on fait tout le travail qu'ils ont besoin. Fait qu'ils ont la plateforme pour transiger les transactions, le back-office, la paperasse, ils ont le côté marketing. Parce que rapidement, disons que tu es un émetteur, en immobilier, puis tu googles, je veux faire du marketing de mes projets, mais tu te retrouves avec des firmes de marketing qui vendent des condos. Mais trouver des investisseurs privés puis vendre des condos, c'est deux choses. Vraiment, on a développé cette niche-là. Êtes-vous en train de devenir un peu le Shopify des marchés privés? Là, c'est mon tagline. Si jamais vous l'utilisez, moi, je... là, j'essaie. Je mords-tu là-dessus. Non, mais c'est parce que Shopify, ça offre une plateforme, ça démocratise le commerce en ligne. Là, toi, tu démocratises la levée de fonds avec d'un côté des investisseurs, des émetteurs, de l'autre côté du marketing. C'est une bonne comparaison. Fait qu'au lieu de vendre des bijoux et des souliers, je vends des... C'est exactement notre... En anglais, on dit end-to-end go-to-market strategy, puis c'est exactement ça. Les gens se pointent chez nous, puis on leur donne exactement ce qu'ils ont besoin pour distribuer leurs produits privés.
Donc, en façon, on est ça. Donc, si tu veux me comparer à Shopify. Je pense pas que tu as le droit de faire un billboard, mais si tu le fais, je veux que ma face World soit là. Simple, tout ça en même temps, j'adore. Oh, yeah. J'adore. Ah non, je n'irai pas jusque-là. J'ai pas le droit. Rapid fire de questions dans l'immobilier. Oui. C'est quoi le plus gros risque caché dans l'immobilier privé? Le manque de liquidité. Je ne sais pas ce qui est caché, mais c'est vraiment le plus gros risque. Là. Les gens doivent considérer que les capitaux sont coincés pour une longue période de temps dans la plupart de nos produits. Okay. C'est pour ça qu'on a un marché secondaire pour vraiment essayer d'ajouter de la liquidité. C'est le plus gros risque. Est-ce qu'il y a trop d'argent comparativement aux projets de qualité dans les marchés privés présentement? Est-ce qu'il y a assez de projets de qualité versus l'argent? Tu dis qu'il y a beaucoup de mouvements de capitaux qui s'en vont vers les marchés privés? Non, présentement, là, il y a un écart avec les bons produits puis l'argent. Je pense de façon générale, là, je ne vous apprends rien, là, quand il y a du mouvement là, géopolitique, il y a de l'incertitude, les gens ont tendance à garder leurs sous dans leur compte de banque, à rien faire. Puis on en voit un peu de ça. OK. Il y a plus de bons projets que d'argent. Oui, exactement, pour l'instant. Mais on commence à voir là, que ça change tranquillement. Puis comment tu fais pour voir si ça switch à il y a trop d'argent? T'as-tu des KPI? T'as-tu un dashboard? Comment que vous savez un indicateur de ça? Oui. Mais on a vraiment... on a 55 émetteurs privés sur la plateforme, puis on a une panoplie de gens à qui on parle à chaque jour, qui veulent devenir clients émetteurs chez Parvis. On a accès à de l'information de l'industrie comme personne d'autre. En temps réel. Ouais. En temps réel. Fait qu'on sait où sont les besoins, quels produits qui se vendent, qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est pour ça que quand on a un client qui se pointe chez nous, qui veulent partir un produit d'investissement, on peut les conseiller parce qu'on sait exactement quel type de produit qui fonctionne dans quelle province, avec quel investisseur. Depuis quand l'immobilier est devenu un produit financier avant d'être un logement? Ça l'a toujours été. Les gens vont investir dans leur maison parce qu'ils veulent avoir une croissance, appréciation de prix, puis ça a toujours été un investissement. Ça aurait été bon que tu me sortes une date précise. En juin 1942. C'est là que ça a changé. Ouais. Non, mais probablement je veux dire, on remonte là, c'était plus un logement avant que de l'investissement que ça l'est maintenant. Ben oui, mais avant que les marchés financiers deviennent aussi importants et qui contrôlent le monde. Oui, je pense que c'est ça. Il doit y avoir une date. On va trouver la date, on va l'ajouter au montage. Ça nous prend une date. Pourquoi les jeunes ne veulent plus acheter de condos? Ils sont trop chers. C'est parce qu'ils sont trop chers et ils n'ont pas les sous pour les payer. C'est pour ça. Oui, ils sont très... Y a-t-il beaucoup de projets de condos de financement sur votre plateforme? Il y a eu un ralentissement terrible à Toronto. Là. Je veux dire, les gens, tous nos émetteurs, nos développeurs sur la plateforme ont converti ça dans le multirésidentiel. On a un fonds d'investissement en condos qui est vraiment intéressant. Ils achètent des condos d'autres développeurs. À rabais. À rabais. Et puis, on les garde pendant 4-5 ans. Et puis, c'est un super bon produit. C'est une bonne stratégie. C'est des gens qui ont vu plusieurs cycles. Puis, mais du développement de condos, là, ça leur ralentit beaucoup, beaucoup. Évidemment, on a des émetteurs qui nous disent il faut regarder, pas tout de suite, mais il faut regarder quand que les portes vont être prêtes pour louer ou pour vendre. Et puis, avec ce qu'il y a en chantier tout de suite, dans Toronto, Vancouver, Calgary, même Montréal. Montréal, c'est un marché différent un peu, mais avec ce qu'il y a en chantier, la demande va être très, très grande là, quand ça va recommencer en 28, 29. Oui, parce que le monde, il lève des capitaux là pour construire, mais ils vont être livrés dans 2-3 ans. Exactement. Fait que là, il faut que tu prévois. C'est quoi la plus grosse erreur que les investisseurs retail font dans l'immobilier? Ils investissent dans des produits qui sont sexy, les produits du jour. Si tu as un hôtel, tu envoies des belles photos avec des gens qui ont le sourire, qui ont des pecs. Exactement. Ouais. Ça se vend vraiment bien. Un beau pitch deck. Il y a des gens qui se pointent chez nous, des dentistes, des médecins qui disent t'as-tu quelque chose d'autre, là, de différent? Puis là, tu leur vends du self-storage, là, des casiers, des trucs comme ça, puis ils adorent ça. Fait qu'il y a des produits tendance. Puis il y a des gens qui aiment investir dans les produits tendance sans vraiment aller voir si ça fait du sens au niveau financier.
Est-ce que la... Self-storage. Quoi? Ouais, self-storage, je suis d'accord avec toi. Ça a tellement été une mode, on dirait, dans les dernières années. C'est Tout le comme monde tout le monde voulait du Je ne veux pas self-storage. dénigrer le produit parce Non, qu'en non, soi. ça a bien performé. Là. Ça a bien, oui, puis ça Ouais. performe très, très Ouais. bien encore. Mais il y a des gens qui ne vont même pas voir le rendement de ces produits-là. Ouais. Ils vont juste dire, donne-moi quelque chose d'autre que mes amis n'ont pas. Là. Fait que la prochaine fois qu'ils vont dans une fat, ils vont pouvoir en parler. Là. Ah, C'est j'ai investi ça, dans là. des mini-entrepôts, Ouais, mais c'est c'est ça. toujours bon. Les divorces, les gens accumulent des biens, ils deviennent de plus en plus vieux, ils vont vers plus petits. Même je te fais le pitch. Là. Penses-tu que la tokenisation pourrait tuer certains intermédiaires financiers? Ah, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est exactement ça. Il y a tellement de gens autour de la transaction, au niveau financier et légal, qui prennent des frais puis qui maintenant ajoutent une valeur ajoutée. Tu sais, le même débat qu'on a avec l'intelligence artificielle, on l'a avec celui-là aussi. C'est deux technologies qui revoient complètement la façon qu'on fait les transactions financières et légales. Penses-tu que c'est à cause de ça qu'il y a de la réticence au niveau des grandes institutions financières de peut-être Pour aller vite l'adoption. là-dedans? Ouais. Peut-être, Peut-être. Hein. peut-être. Pourquoi autant de gens aiment l'immobilier comme investissement versus la bourse, mettons? C'est tangible. C'est tangible. Tout le monde est investi d'une façon directe ou indirecte La en brique immobilier. du ou mortier. Exactement. Moi, j'ai commencé dans ce domaine-là. C'est un domaine que j'adore, que je connais, facile à calculer. Il y a des fluctuations, on en voit, mais pas comme la bourse. Là. À un moment donné, quand j'étais en transition, quand j'ai quitté Fiera, justement, j'avais un compte de courtage, puis je faisais des options de Tesla, des trucs comme ça dans le jour, puis ça se plantait, ça montait, Ça puis devait être ça stressant. allait bien, exactement. Fait que, avec l'immobilier, au moins, tu dors bien. Penses-tu que les rendements immobiliers ont été artificiellement gonflés par les bas taux d'intérêt? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a un consensus dans l'industrie qui serait d'accord avec ça, oui. C'est quoi le plus gros mensonge dans l'immobilier? Un de ceux-là que tu Gros connais. mensonge dans l'immobilier. C'est que ça va toujours monter ou? Ça, c'en est un, oui. Ça monte beaucoup. Si tu regardes les derniers 50 ans, est-ce que ça l'a toujours monté? Ça dépend quelle période tu regardes. Ça, Si c'est tu prends un sûr. snapshot de, tu sais, dans une période où ça s'est calmé un peu, puis tu dis, tu vois, regarde si ça ne monte pas toujours, ben non, prends-les sur 10 ans, prends-les sur 20 ans, puis je pense que tu vas avoir ta réponse. Est-ce qu'on est proche du jour où est-ce qu'on pourrait trader des parts d'immeubles comme on trade à la bourse? Ah, bien sûr. Est-ce que Ça. c'est là déjà là? Moi, je sais pas. Oui, il y a des plateformes où on peut le faire. Ouais. OK. Ouais, ouais, Wow. c'est le fractional. Avec le blockchain, tu peux faire ça. Fait que, mettons, le condo dans lequel Marc habite, moi, j'ai des parts dedans sans qu'il le sache, puis je peux le revendre à quelqu'un sur le marché secondaire. Mais s'il ne détient pas son condo, Ouais, si mettons, son il est en condo location. en location, Ouais. oui, bien sûr. Fait que je te l'annonce tout de suite. Nettoie ta salle de bain. Et à moi, celle-là. On achète. Moi, je prends la cuisine. Moi, je prends ça. Hey, ça serait fou. Ah ouais, la salle de bain, hein, j'aime bien la T'as pas céramique. payé ton dividende, ton coupe d'électricité dans le frigidaire. Là, tu fais juste peser sur un bouton, puis là, tu le regardes en temps réel. Puis Comme un dans écran Big sur Brother. son frigo avec des pubs qu'on met. Quelques dernières questions. Au niveau de la démocratisation des marchés privés, c'est exactement ce que Parvis fait, sa mission. Est-ce que encore aujourd'hui, les riches ont accès à de meilleurs investissements que le grand public? Oui. Oui, on le voit. À quel niveau, On le mettons? voit. À quel point? Ben, il y a des produits où il y a des produits où les plus gros family office débarquent, puis ils prennent une grosse position, puis ils arrivent à négocier les termes qui sont un peu plus intéressants. Ça l'arrive, ouais. Nous, c'est ce qu'on essaie de changer, évidemment. Nous, on veut arriver puis prendre ces positions-là au nom de la plateforme, et puis là, les vendre à nos investisseurs. Comme si pour accéder. vous étiez le family office Exactement. qui permet à tout le monde. Ouais. Penses-tu qu'un jour, ça va niveler le playing field? Penses-tu qu'un jour... J'aimerais savoir ça. Mais évidemment, ouais, c'est presque impossible. Ouais. C'est le concept en finance, si tu peux aller chercher un investisseur à quelque part avec 10 millions pour ton projet versus 100 investisseurs, ben, c'est pas mal plus simple pour toi. Nous, on essaie de vraiment réduire le niveau de simplicité puis de friction avec la plateforme, mais évidemment, c'est un gros investisseur institutionnel. C'est pour ça que ces boîtes-là débarquent, puis eux prennent le montant, puis toi, tu investis dans leur fonds commun au bout, puis tu vas chercher 8 %. Connais-tu il y a un stock qui s'appelle Stack, STCK, qui donne accès à des IPO avant qu'ils IPO. Exemple, tu peux déjà acheter une partie de ce stock-là, puis tu as quelque part de SpaceX. Penses-tu que c'est la prochaine frontière, comme on dit en anglais, the next frontier pour les investisseurs retail?
pour ce qui est d'avoir accès au marché privé, soit avant ou tout simplement investir massivement dans le marché privé? Je pense qu'il y a beaucoup de plateformes qui opèrent dans ce milieu-là pour vendre avant, après, autour. Je suis un fan d'une compagnie sur la côte ouest qui s'appelle Hive, avec 2 I. Ils font du secondaire, un peu comme on fait sur notre marché secondaire, mais eux, ils font que ça. Comment c'est pas HIVE qui est dans le blockchain? 2 I. 2 I, OK. Ouais. Puis, c'est un peu le concept aussi. Là. C'est vraiment les investisseurs privés qui peuvent vendre avant, après ou parallèlement. Et puis, un appétit pour ça. Donc, oui. Ouais. Marc, avais-tu une question en terminant? Je pense que ça fait le tour, mais moi, je suis pas d'accord. Je pense que ça va être difficile, comme tu dis, là, que je pense que les family office vont toujours avoir un edge au final. Mais bon, à voir. Oui, mais si on prend la même position qu'eux. Yeah. Exactement. Peut-être. Idéalement, c'est pour ça qu'on a parti notre fonds d'investissement. On a un fonds d'investissement, le fonds d'accès direct Parvis. Puis c'était pour ça qu'on puisse débarquer, on fasse un deal, genre bot deal, où tu as besoin de 10 millions, mais voici la lettre d'intention ou le commitment de 10 millions. Puis nous, on s'occupe d'aller les chercher avec nos investisseurs retail à coût de 100 000. C'est ça le concept. Ouais. C'est ce qu'on fait. David Michaud, merci d'avoir été là. Merci on va à se vous. revoir à Goodstock, notre événement, notre festival de boursicoteurs. Oui, j'ai hâte. Tu vas avoir une table. On va t'envoyer d'ailleurs le plan de salle en plein milieu. Oh. Ça va être le parvis de l'église. Puis tu vas avoir un gros spinning wheel. Là, il faut qu'on jase de ce que tu vas offrir. Je ne vais pas mettre de pression, mais BNCD va